modes de garde, Céline est une spécialiste et par la force des choses. De dossiers en appel téléphonique, de rendez-vous en commission, de collectivité en individuel, elle a tout vécu avec ses 2 enfants. Cas de conscience, ascenseur émotionnel, organisation millimétrée, elle nous raconte ses péripéties jalonnées de galères et de belles rencontres. Vous écoutez Éclaircie, le podcast de la CAF, qui met vos histoires à la lumière de nos solutions. Épisode Course d'obstacles. Je m'appelle Céline, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants. Mon premier, Sacha, qui a 5 ans, et ma deuxième, la petite dernière, qui s'appelle Léna et qui va avoir 2 ans. Et le mode de garde, ça a toujours été une bonne galère, si je peux dire ça comme ça. Le premier, il a que 5 ans, et je pense qu'on a eu tous les modes de garde possibles et imaginables. Et pas mal de complications, on va dire, à trouver ou à garder les personnes qu'on avait trouvées. Moi, pour le premier enfant, j'étais quand même pas mal perdue. J'avais pas beaucoup de gens autour de moi en référence. Par contre, on m'a alertée dès le début en me disant « Attention, c'est quelque chose qui va être très compliqué à mettre en place, très long. Il n'y a pas beaucoup de place. » J'ai commencé à chercher très tardivement parce qu'en fait, il se trouve que j'ai accouché 1 mois avant mon terme. Donc en fait, la question s'est posée beaucoup plus rapidement que prévu. Mon terme était le 27 juin 2020. J'ai accouché le 1er juin. Mon dossier de crèche, je l'ai lancé tout début mai 2020. Donc, en réalité, à quasiment 2 mois seulement de la naissance de Sacha. La crèche, c'est géré par les municipalités. Donc, en fait, on dépose des dossiers au relais de petite enfance qui, après, dit oui ou non à la demande. Là, je suis passée en commission très rapidement après et ils nous ont pas accepté. J'ai accouché le 1er juin. Le mode de garde, normalement, allait commencer mi-septembre. Enfin, en tout cas, moi, je reprenais le travail mi-septembre. On m'a conseillé un site internet d'annonce d'assistante maternelle. J'ai répondu à pas mal de messages et on est allé un peu plus loin avec une seule qui m'a appelée directement. Le feeling est plutôt bien passé au téléphone. C'était une personne qui avait l'air d'être assez rigide. Mais rigide, c'est quelque chose que je trouvais bien dans le cadre de la garde de mon enfant. Elle avait l'air de savoir ce qu'elle faisait, d'être sûre d'elle, etc. Elle était disponible. Donc ce premier échange téléphonique, il a eu lieu mi-août et on avait convenu de se voir fin août et d'attaquer le contrat dans la foulée si ça se passait bien. Mon conjoint, lui, il a adoré les lieux, il l'a trouvé super. Justement, il se disait, elle a plein de règles, c'est bien, ça va régler nos enfants, etc. Moi, un peu moins, justement, pour ce côté un peu rigide, je me suis dit, j'espère qu'elle a quand même un petit peu de souplesse. Il s'est avéré que non par la suite. Mais en tout cas, le lieu était très propre. Elle avait un chien, mais c'était bien, les lieux étaient bien délimités dans la maison. Elle avait l'air plutôt gentille, effectivement plutôt carré, donc assez rassurant, vu que nous on savait pas du tout, enfin on était des jeunes parents un petit peu dépassés pour le coup. Donc on était plutôt contents et comme le feeling était assez réciproque, elle nous a proposé de mettre en place le contrat et on a signé. Tout se passait très bien au début, elle avait ses règles, on les suivait, mais très rapidement on a quand même remarqué qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu compliquées. Au fil du temps, elle a commencé à nous engueuler régulièrement pour les horaires. C'est-à-dire que si on était là à 8h28 ou 8h35 au lieu de 8h30, ça allait pas. Même si c'était dans l'autre sens, c'est-à-dire 8h35 ou 40, parce que elle devait accueillir chaque parent à l'heure précise, parce qu'elle voulait pas qu'ils se croisent. C'est-à-dire qu'une heure d'arrivée était une heure d'arrivée. Donc compréhensible pour une façon de fonctionner. Après, très régulièrement, elle nous engueulait là-dessus. Un petit peu marre de se faire réprimander au bout d'un moment quand même. Ce qui nous a fait craquer, c'est un soir, elle nous a rendu Sacha en pleurant, en nous disant qu'on comprenait pas la difficulté du métier d'assistante maternelle, que les parents étaient parfois un peu ingrats, qu'ils se rendaient pas compte de la nécessité de ce métier. Donc c'était un peu injuste et surtout très flippant en réalité. Au final, cette assistante maternelle, elle aura gardé mon enfant de septembre 2020 à janvier 2021. On se demande comment on va faire pour la suite, si on va arriver à trouver quelqu'un de bien, est-ce qu'on va devoir trouver quelqu'un par dépit. On a pris quelques jours chacun de notre côté pour assurer la garde et on a fait venir ma belle-mère qui habite très loin, qui habite en Vendée, donc elle a vécu chez nous un moment. En janvier 2021, retour sur le site où j'avais trouvé la première assistante maternelle et je dépose une nouvelle annonce. Et le 24 janvier 2021, je rencontre une nouvelle assistante maternelle. Pour celle-ci, énorme coup de cœur. Elle nous a tout de suite beaucoup plu parce qu'elle avait une bienveillance et une douceur et un côté très solaire qui transparaissait.
Surtout, ce qui tranchait avec la précédente, c'est sa souplesse absolue à toute épreuve. On débute le contrat mi-février 2021, donc assez rapidement après. Et tout se passe très très bien. Sa douceur se confirme. Tous les matins, c'est un bonheur de déposer Sacha parce qu'elle a le sourire. Elle met énormément de cœur dans ce qu'elle fait. Donc, elle nous avait acheté un petit carnet de liaison où elle écrivait tout ce qu'elle faisait avec Sacha et elle essayait beaucoup de le développer. Dans la suite de nos galères de garde, elle nous a annoncé qu'en fait, c'était très cool comme expérience, mais qu'elle arrêtait le métier d'assistante maternelle. Et la fin du contrat, du coup, on arrive en août 2022. Donc, elle l'a quand même gardé presque 1 an et demi. Et donc là, on se dit, en fait, au début, c'est vrai qu'on s'était dirigé naturellement vers une crèche parce qu'on s'est dit que ça pouvait être très intéressant pour le développement de Sacha. Donc, on a relancé les crèches municipales, rejet, et on a cherché en crèche privée. En cherchant un petit peu sur Internet, je suis tombée sur un concept de berceau d'entreprise. Et c'est un dispositif d'avantage salarial, en réalité. Mon conjoint est artisan à son compte et il se trouve que je suis embauchée de son entreprise parce que je fais de l'administratif pour lui. Donc, j'avais le droit à ce berceau. On trouve une place dans une crèche qui est pas très loin. On met une dizaine de minutes de chez nous à y aller. Et en plus, elle est plutôt sympa. C'est une petite maison avec 12 enfants, je crois, et au moins 6 personnes pour s'occuper d'eux. Donc vraiment un truc très encadré. Et on a une place pour la rentrée, donc en septembre 2022. Ça se passe super bien. Une bonne entente avec les jeunes filles qui s'occupent des enfants. Le point négatif de ce berceau d'entreprise, c'est qu'au final, ça nous est revenu extrêmement cher. On avait quand même droit aux aides, donc on touchait la CMG. Mais quand même, c'est une année qu'on a senti passer dans nos finances. À refaire, là, à l'heure actuelle, on ne prendrait pas de crèche privée à ce moment-là, en tout cas, parce que ça nous a bien impacté financièrement. Entre-temps, je tombe enceinte de la deuxième, avec un terme prévu en fin août 2023. Et quand la crèche l'apprend, au bout de quelques mois de grossesse, il me propose de prendre la petite sœur de Sacha à partir de septembre de l'année suivante, donc 2024, parce que l'année où j'accoucherai est déjà complète. En raison du coût très élevé de la crèche, on avait quand même envie d'essayer d'aller avoir la crèche municipale, parce qu'on avait en plus déménagé entre-temps, donc on était dans une nouvelle ville. Donc on fait ce dossier début février 2024, à peine 4 mois de grossesse. Donc cette fois-ci, je m'y suis pris tôt. La commission a lieu et on est refusé. Par contre, ils prennent rendez-vous avec moi et ils me donnent une liste papier avec les assistantes maternelles du coin. Et ils me redirigent aussi vers un site qui s'appelle monenfant.fr, qui est très bien fait parce que on a beaucoup d'informations actualisées. Sur chaque fiche profil des assistantes maternelles, donc on a leur lieu de résidence, quelques informations et notamment a renseigné sa fiche il y a 2 jours, recherche un enfant de tel âge, aura une place à telle date, etc. Donc ça permet déjà de faire un gros tri en complément de cette liste papier. J'ai pu faire la comparaison entre cette liste papier et le site, voir les assistantes maternelles qui n'avaient pas rempli d'informations depuis très longtemps. Bon, c'était pas dans mes priorités du coup. Celles qui mettaient qu'elles cherchaient un enfant, mais plutôt un enfant qui marche, je savais que ça servait à rien de les appeler. Voilà, il y avait des informations assez pratico-pratiques qui permettent de faire gagner du temps sur la recherche en réalité, plutôt que d'appeler tous les noms un par un, sans savoir ce que ça va donner derrière. La mairie m'avait souligné un nom sur cette liste d'une jeune femme qui en fait était en congé maternité en même temps que moi et qui reprenait le travail en même temps que moi. Donc ils m'ont dit qu'a priori, elle aurait probablement de la place. Donc j'ai contacté celle-ci en priorité et on est allé la rencontrer. Donc du coup, quand on se rencontre, on est enceinte en même temps, quasiment le même terme. C'est assez rigolo parce qu'en réalité, on peut accoucher en même temps, comme une en avance, une en retard, etc. Donc on décide de s'engager ensemble. Donc on signe l'accord réciproque pré-vrai contrat. Et puis on s'est dit qu'on se tiendrait au courant de nos accouchements respectifs. Finalement, j'accouche avant elle. Moi, j'accouche le 24 août 2023 et elle a accouché le 7 septembre 2023. Donc on arrive en décembre 2024, on signe le contrat avec elle et elle m'annonce qu'elle a trouvé, parce qu'elle a un agrément pour 3 enfants, et elle m'annonce qu'elle a trouvé un 3e enfant et qu'elle a pris un 3e bébé. Pour la petite anecdote rigolote, c'est qu'elle a pris un 3e bébé qui est arrivé 10 jours après le sien. Donc elle se retrouve avec 3 bébés, 3 petites filles qui sont nées à peine 1 mois d'intervalle. Ce que j'ai trouvé de très bien avec elle, c'est que c'est toujours sa douceur, c'est-à-dire que c'était vraiment un régal d'aller la voir le matin et de lui déposer Léna.
et de la récupérer le soir parce que une jeune fille très douce, toujours souriante, etc. En mars 2024, elle nous annonce qu'elle déménage. Ça nous rajoutait quand même pas mal de temps de transport dans la journée. On s'est posé cette question, est-ce qu'on continue quand même? Parce que quand le feeling est là, étant donné un petit peu toutes les galas qu'on a pu avoir, le feeling est là, ça se passe bien, est-ce qu'on peut faire cet effort de trajet? On mettait bien 15 à 20 minutes à aller chez elle, donc ça voulait dire déposer notre premier enfant à l'école à 8h30, partir jusqu'à chez elle et arriver sur les coups de 8h50, et seulement après pouvoir partir au travail et refaire ce trajet en sens inverse. Donc, un déménagement qui finalement nous pose vraiment problème. On se rend à la fête de l'école en juin 2024, à la première fête de l'école de Sacha, à la fin de son année scolaire. Hasard positif, on rencontre une assistante maternelle qui travaille dans notre ville, qui a mon âge et avec qui on a un énorme feeling mutuel. On a un très bon échange et qui me dit qu'elle a normalement une place de disponible dès la rentrée en septembre. C'est une personne qui est très dynamique. Elle fait tout à vélo. Elle a acheté les vélos avec les remorques à l'arrière. Donc elle trimballe ses 4 enfants dans sa remorque toute la journée. Et elle est connue comme le loup blanc en fait dans notre ville. Donc tout le monde, elle passe son temps à discuter avec tout le monde partout. Donc les enfants, en termes de stimulation et de choses à faire, ils sont bien de ce côté-là. La nounou de Léna, elle ne travaille pas le mercredi non plus. Donc, on a hésité un moment à se dire, on arrête le centre aéré pour Sacha, on prend nos mercredis et on garde nos 2 enfants, ou est-ce qu'on trouve une solution de garde complémentaire le mercredi pour Léna? On a décidé de chercher une solution de garde complémentaire le mercredi pour Léna. On est reparti dans les dossiers, on fait un dossier de crèche, mais cette fois-ci, on se dit que ça a quand même un petit peu plus de chances de passer, parce qu'en fait, on fait un dossier pour une journée uniquement, et non pas pour un 5 jours semaine, donc il y a quand même un petit peu plus de place. J'attends la commission et ils finissent par me proposer une place en occasionnel jusqu'à la fin décembre 2024. Ça veut dire que, au cas par cas, ils m'appelleront un petit peu à l'avance pour me dire si oui ou non, ces mercredis-là, ils ont de la place ou pas. Avec mon conjoint, on cale quand même nos belles-mères respectives, donc ma mère et sa mère, on leur propose tous les mercredis des dates en leur disant si on n'a pas de place en crèche, quelle date vous pouvez assurer, quelle date nous on peut assurer. On se fait un petit plan de bataille, quoi. Finalement, on arrive à avoir dès novembre une place tous les mercredis. Sacha est à l'école 4 jours semaine au centre aéré le mercredi, et Léna est 4 jours semaine chez la nounou et en crèche le mercredi. Sachant que la crèche et le centre aéré sont au un seul et même endroit. On me parle du centre aéré le mercredi où les enfants peuvent être accueillis à la journée à des tarifs très intéressants puisque c'est des structures qui sont financées par la CAF. Entre l'école où on paye uniquement la cantine, le périscolaire et le centre aéré qui est des tarifs moins importants que des gardes par assistante maternelle ou autre, on s'y retrouve bien. Donc on décide d'inscrire Sacha au centre aéré les mercredis. Et le temps de périscolaire, il est assuré par les mêmes personnes que ceux du centre aéré. Donc ça, c'est bien aussi parce que c'est pas déboussolant pour l'enfant. Moi, tous les soirs, on met Sacha au périscolaire très flexible, c'est-à-dire que c'est à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Le centre aéré, c'est totalement différent de l'école. C'est vraiment des jeux, des activités, parfois des sorties. Les encadrants sont super. Le soir, ils nous racontent la journée de l'enfant en disant ce qu'ils ont fait. On a, je pense, à peu près 5512 dessins de Sacha du centre aéré, des avions en papier, des coloriages, des peintures. Il est content, il est enthousiaste. On a ce fonctionnement-là, qui est toujours d'ailleurs d'actualité, on est toujours dans ce fonctionnement-là. On est très rassurés, ça enlève un poids. C'est des choses qui roulent et sur lesquelles on n'a pas besoin de se prendre la tête, on n'a pas besoin de se triturer le cerveau sur est-ce que ça va mal se passer. On est plutôt sur le concept inverse, c'est-à-dire tout se passe bien et il n'y a pas de raison que ça change. Donc ça permet d'aérer un peu une certaine charge mentale, comme le mot à la mode, mais une certaine charge du cerveau sur ce sujet-là. À la naissance de Sacha, j'ai continué à travailler 5 jours semaine et assez rapidement s'est posé la question de prendre un temps partiel parce que j'avais l'impression de jamais avoir de temps, de pas voir mon enfant. Je rentrais tard le soir, j'avais l'impression de pas le voir pousser, de pas le voir grandir ou de pas, et cette culpabilité aussi de se dire j'aime bien mon travail, j'aime mon enfant et j'ai l'impression de pas équilibrer assez la balance et de pas assez le voir. Donc je me suis posé la question d'un temps partiel.
Et assez vite, en fait, la question du temps partiel s'est posée sur est-ce que c'est une journée complète que je consacre à mon enfant ou est-ce que je prends cette journée pour moi, pour souffler, pour avoir du temps pour faire d'autres choses que le travail ou la gestion de vie des enfants. Finalement, j'ai décidé de prendre un 90% et de prendre un vendredi sur 2 pour moi. C'est des journées qui sont très utiles, soit justement pour la famille, pour faire des choses que je n'ai pas le temps de faire le reste du temps, soit pour moi. Comme j'ai du temps pour moi, je me sens plus épanouie, je me sens plus patiente. Les moments que je passe avec mes enfants, ils sont peut-être moins nombreux, mais ils sont de qualité, en tout cas j'ai l'impression. Donc ce fonctionnement me va bien et j'ai envie de le continuer comme ça. Si j'avais un conseil à donner pour ce processus de mode de garde, c'est de bien s'y prendre à l'avance, utiliser tous les outils à notre disposition et pas se décourager, parce qu'en fait, ça finit toujours bien. Aujourd'hui, Céline a trouvé un équilibre pour elle et ses enfants, des modes de garde qui lui conviennent et non pas par défaut. Parce que cette question du mode de garde est souvent anxiogène et peut parfois paraître complexe pour les jeunes parents, la CAF est à vos côtés pour vous aider, comme nous l'explique Bréal, de la CAF. On vient de l'entendre, ce n'est jamais très simple de trouver le bon mode de garde pour ses enfants. On veut le meilleur pour eux, on a beaucoup d'interrogations, on a besoin d'être rassuré aussi. Et la CAF a beaucoup de propositions sur ce terrain-là, des lieux et un site internet vraiment dédié à ça, mais aussi une aide financière et enfin des aides plus indirectes sous la forme de cofinancement de lieux d'accueil partout en France. Le lieu incontournable dédié à la garde d'enfants, c'est le Relais Petite Enfance, on dit RPE. C'est un lieu d'information pour les parents, futurs parents ou pour les professionnels de la petite enfance. Il y en a partout en France et là-bas, on vous donne des informations pratiques sur tous les modes d'accueil du secteur géographique et on peut également vous aider à choisir le type d'offre le plus adapté aux besoins de votre famille. En complément des relais petite enfance, vous avez également à votre disposition le site monenfant.fr et Céline en a parlé, c'est un site qui regroupe lui aussi toutes les informations sur ce sujet. On y trouve un énorme répertoire, des informations sur chaque crèche, maison d'assistante maternelle, en fait tous les lieux d'accueil de la petite enfance financés par la CAF et même les coordonnées des assistantes maternelles qui ont souhaité y figurer. On y retrouve également un simulateur pour connaître nos aides et le coût du mode de garde. Ensuite, côté CAF, il y a une aide financière directe qui s'appelle le complément de libre choix du mode de garde, le CMG. Il permet de financer une partie des dépenses liées à la garde de l'enfant jusqu'à ses 6 ans, ou même 12 ans d'ailleurs pour les familles monoparentales, que ce soit une garde en microcrèche, en garde à domicile, ou bien via l'emploi d'une assistante maternelle. Et puis, il y a une dernière façon pour les CAF de soutenir les parents dans leur garde de leur enfant. C'est le cofinancement des crèches, des multi-accueils, des haltes garderies. Par exemple, en moyenne, la CAF prend en charge indirectement presque la moitié du coût de la place en crèche de chaque enfant. Le parent ne touche pas de l'argent car l'aide est versée directement à la structure. C'est transparent pour l'allocataire qui ne perçoit pas directement cette aide, mais qui en bénéficie indirectement. Ce sont là tout ce qui existe pour les parents qui font garder leurs enfants. Mais on pourrait aussi parler des lieux d'accueil enfants-parents, les LAEP, qui sont des espaces de rencontre, d'écoute, d'échange pour les parents et leurs enfants, et qui aident les enfants à se préparer à la vie en collectivité pour l'entrée en crèche ou par exemple pour l'entrée à l'école. Les familles sont reçues par des professionnels ou des bénévoles formés à l'écoute, et l'accès au lieu est libre, gratuit et sans inscription. Et là encore, toutes les adresses sont sur monenfant.fr. Et enfin, il faut citer le site de la CAF, lacaf.fr, qui regroupe toutes les informations sur le mode de garde, les prestations, vos droits en général. Du coup, n'hésitez pas à vous y rendre ou à suivre également notre page Instagram, CAF Parents. Vraiment, c'est une mine d'informations. Vous venez d'écouter Éclairci, le podcast de la CAF, qui met vos histoires à la lumière de nos solutions. Épisode Course d'obstacles.